Bonjour à tous. Pour le cours d'aujourd'hui, donc vendredi 3 avril, on va parler des fonctions logarithmes et exponentielles. Et on va commencer tout de suite par la correction de l'activité virus exponentielle. Donc cette activité fait donc partie de ce chapitre. Je vous l'avais donné à faire pour aujourd'hui. Donc là, on va voir question par question ce qu'il était attendu. Bien entendu, si vous regardez cette vidéo lors de la première diffusion, vous ne pouvez pas trop mettre sur pause. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de tout reprendre. Par contre, si vous la regardez après la première diffusion, vous pouvez mettre sur pause sans problème et reprendre calmement la correction. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo ne durera pas une heure entière, pour vous laisser le temps de reprendre correction et points à retenir qui arrivent. Alors, le contexte, on a Olivier qui est chargé par Emmanuel d'étudier la propagation d'un virus très dangereux et d'appliquer des mesures pour ralentir la propagation de ce virus. Olivier a compilé le nombre de cas recensés chaque jour dans un tableau qui est ci-contre dans votre document et qui sera diapo suivante. Problématique, comment étudier un phénomène non linéaire? Les mesures prises par Olivier sont-elles efficaces? Alors, en première question pour ça, pour essayer de répondre à cette problématique à l'issue de l'activité, on nous demande de décrire l'évolution du nombre de cas en fonction du temps. Là, c'est facile, on regarde le tableau, on voit comment ça évolue. Et en deuxième question, on demandera de recopier ces données dans un tableur, puis de tracer un nuage de points. Donc là aussi, c'est facile, on l'a déjà fait dans le premier chapitre cette année. Donc l'évolution du nombre de cas, ça augmente. Bon, on passe de 12 au début à 29 155 au bout du jour 41, donc on est sur une augmentation. Pour la question 2, on va faire tout ça sur Excel et puis je vais vous montrer directement dans la vidéo comment on fait. Ça fera un bon rappel du premier chapitre. Donc voilà, sur Excel. Donc j'ai pris la liberté déjà de recopier les valeurs. Bon, ça c'est pas très dur, on prend une colonne, on recopie les jours, leurs numéros, puis dans la deuxième colonne, on recopie le nombre de cas. Donc ça, c'est a priori facile et ça ne demande pas de compétences particulières. Maintenant, plus difficile, le nuage de points. Et encore, quand je dis plus difficile, c'est exactement pareil que ce que vous avez fait dans le tout premier chapitre cette année. Donc on sélectionne tout comme je viens de le faire. On va dans Insertion et on prend un nuage de points et là on a tracé donc nos valeurs. Donc là, on a représenté les choses par un nuage de points. Et du coup, on s'intéresse à ce qu'on nous demande après, puisqu'on a répondu à la deuxième question. On regarde la 3. Donc en 3, peut-on faire un ajustement affine? Justifiez votre réponse. Bien, a priori, là, un ajustement affine, les points ils sont pas alignés, donc du coup, ça marche pas trop. Pour la 4, on va retourner sur Excel, puisqu'on nous demande de réaliser un ajustement exponentiel de ce nuage de points et de donner l'expression de la fonction qui représente le mieux le nuage de points. Donc tout ça, ça se fait sur Excel, donc retournons-y. Donc voilà, on se retrouve à nouveau sur Excel et on va réaliser notre ajustement exponentiel. Il se fait de façon très similaire à l'ajustement affine. C'est-à-dire, on clique, on va mettre une courbe de tendance. Alors si on ne précise pas, il va faire l'ajustement affine, donc il va falloir aller sur la petite flèche et prendre exponentielle. Et comme on veut aussi avoir l'expression de la fonction, tant qu'à faire, on va aussi aller dans les autres options. Où là, option de la courbe de tendance, on prend exponentielle. Alors au passage, on peut aussi le faire en logarithme si on étudie un logarithme. C'est exactement le même endroit, même principe. Donc on affiche l'équation sur le graphique et on a une équation qui apparaît, y égale 3,1946 e puissance 0,2361 x. En plus gros, comme ça, vous voyez bien ce qu'on obtient. Et là, on a fait tout ce qu'on pouvait faire sur Excel. Alors, ça nous permet, à partir de données brutes, de retrouver une fonction. Je vous précise bien, ça ne fait pas partie des objectifs que vous devez absolument maîtriser pour le CCF,
Mais comme c'est une procédure qui est très similaire à ce que vous avez vu en statistique à deux variables, part du principe qu'avec un petit coup de pouce, une petite indication, vous seriez capable de faire ça. C'est pas une méthode que vous devez absolument connaître par cœur. Par contre, vu que vous devez connaître celle pour les stats à deux variables et l'ajustement affine, c'est à peu près pareil. Et avec petite indication, un petit mode d'emploi, une petite phrase de dire faire comme un ajustement affine potentiel, et bien, à partir de ce moment où on vous dit ça, ben, dans un CCF, on peut vous le demander. Donc à faire, autant savoir comment gérer ça. C'est de toute façon assez pratique pour analyser des données. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, avant de repasser sur les diapos de correction, dit simplement de regarder les 4 derniers points là, qui s'éloignent bien de notre courbe ici. Donc c'est important de bien le remarquer, puisque c'est demandé dans une question qui va arriver. Avant de parler de ces 4 points, faisons le bilan en questions 3 et 4. Donc pour l'ajustement affine, la réponse à marquer, comme je l'ai dit, c'est non, on ne peut pas faire un ajustement affine car les points ne semblent pas alignés. Il suffit de dire ça, en justification, simplement dire que les points sont a priori pas alignés et ça suffit. Je rappelle que la condition pour un ajustement affine, c'est d'avoir des points qui semblent alignés. Donc si c'est pas le cas, on peut pas le faire. Donc la 4, réaliser un ajustement exponentiel de ce nuage de points, ça on vient de le faire, et du coup l'expression qu'on obtient c'est f de x égale 3,2 e puissance 0,24x. J'ai arrondi pour éviter d'avoir des tonnes de chiffres après la virgule qui, dans le cas de cette activité, n'aurait pas grand intérêt. Donc toujours pareil, les arrondis, pensez que si on vous donne pas d'informations, c'est à vous de juger par rapport à la situation. Moi, je vous conseille toujours 1 ou 2 chiffres après la virgule. Donc à présent, prendre 3,2 e puissance 0,24x. Déjà pas mal. Alors pour ceux qui se poseraient la question, le petit e c'est un nombre qui est utilisé dans les fonctions exponentielles. Alors, je vais pas rentrer dans les détails pour l'instant. C'est un nombre que vous pourriez être amené à utiliser, que vous trouvez sur les touches de calculatrice, qui peuvent être utilisés sur GeoGebra sans problème. Vos machines savent très bien gérer ce petit e. Si jamais on a le temps de faire les chapitres complémentaires, j'en reparlerai un peu plus en détail. Si jamais on n'a pas le temps, dans l'objectif du bac, ne vous en préoccupez pas plus que ça, parce qu'on verra un petit peu plus loin dans cette activité que la forme de la fonction exponentielle que vous pourriez avoir à utiliser au moment du CCF ne comportera pas ce petit e. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Maintenant, continuons sur les questions suivantes. Donc la question 5, si on regardait les 4 points les plus à droite du graphique, donc je vous les avais mis en évidence jusqu'avant de quitter Excel, donc ils suivent pas l'évolution exponentielle prédite mathématiquement puisqu'ils sont assez loin du trait pointillé tracé par Excel. Donc après qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Soit l'approximation faite n'est pas tout à fait exacte, on pourrait accepter cette réponse, mais petite indication quand même, si vous faites une approximation avec un logiciel, le logiciel, généralement, il se trompe pas. Ou alors c'est vous qui vous êtes trompé un peu en avant. Donc, la meilleure explication serait plutôt de dire qu'un élément extérieur a un impact sur les données de ces 4 derniers jours. Ça pourrait très bien qu'au début, les données suivaient une forme exponentielle et qu'après, il y ait quelque chose qui a fait que, il y a un décalage et que du coup, on n'est plus sur un suivi exponentiel et une évolution exponentielle. Ça, c'est une explication qui est beaucoup plus plausible, surtout qu'on est sur une activité qui étudie quelque chose de concret. C'est quelque chose qui pourrait très bien arriver ou qui pourrait être en train d'arriver. Je veux dire, c'est tout à fait plausible que dans le cas de données tirées
quelque chose de réel ou qui pourrait être réel, on ait des décalages comme ça à cause d'un impact extérieur. Il y avait déjà le même raisonnement à avoir dans le premier chapitre sur les stats à deux variables. Là, c'est exactement le même principe. Donc, gardez bien ça en tête quand on vous demande de conclure. Il y a des conclusions purement mathématiques, mais il y a aussi des conclusions qui s'appuient sur le concret et au stade où vous en êtes. Vous êtes bientôt bachelier, on attend quand même de vous que vous ayez des raisonnements par rapport à des situations concrètes. Alors on continue, on va basculer dans la deuxième partie de cette activité, puisque à partir de maintenant, on va considérer que la fonction f de x égale 1,3 puissance x représente le nombre de cas recensés en fonction du nombre de jours. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que le petit e c'était un nombre, en fait le 1,3 puissance x c'est une bonne approximation de la fonction que vous avez trouvée sur Excel. Sauf que là, le 1,3 puissance x, certes c'est pas tout à fait la même fonction, elle va évoluer légèrement différemment que notre 3,2 e puissance 0,24x, mais grosse différence, c'est que le 1,3 puissance x, là, ça a la forme d'une fonction exponentielle telle que celle qu'on pourrait vous demander dans un CCF. Donc c'est vraiment sur celle-là qu'il faut être au point et performant. Donc là, on commence avec deux questions qui sont très simples, qui demandent de calculer f de 50 et f de 60. Donc là, il n'y a qu'à prendre sa calculatrice, à taper 1,3 puissance 50 et ensuite 1,3 puissance 60 et on obtient les résultats. Donc le résultat de tous ces calculs pour ces deux questions, c'est évité. f de 50, donc 1,3 puissance 50, ça nous donne 497 929. J'ai arrondi à l'unité puisque on est sur un nombre de cas et pas des personnes en morceaux, même quand on est face à une épidémie et qu'on compte le nombre de cas. Il n'y a pas des morceaux de personnes infectées, non, des personnes entières qui sont infectées, donc on arrondit à l'unité. Pour la question vide, c'est la même chose, mais avec 60, donc 1,3 puissance 60, et là on trouvait 6 864 377, encore une fois en arrondissant à l'unité. Bien entendu, on fait une petite phrase pour présenter son résultat. On n'oublie pas, on est en fin de terminale. On est vraiment toute fin de cursus lycée. Donc maintenant, chaque fois que vous faites un calcul, vous présentez vos résultats puisque c'est ça qui importe quand on fait des maths et qu'on utilise des maths dans le milieu professionnel. Donc on n'oublie pas. On continue avec la question 9. Où là, on nous dit, sachant que le pays compte 67 millions d'habitants, déterminer en combien de jours l'intégralité de la population serait contaminée. Ça, c'est très joyeux comme question. Alors, pour vous aider, je vous ai donné une indication qui était que vous pouviez utiliser une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 1,3 et utiliser un tableur. Donc, le fait de savoir ça permettait en fait de vous pousser sur l'indication que là, vu qu'on cherche à un moment où on arrive à au moins 67 millions de cas, qu'on n'a aucun moyen a priori de résoudre une équation. Je dis a priori parce que si, il y a des moyens de résoudre des équations avec des fonctions exponentielles, mais on l'a pas encore vu. Donc là, la seule solution que vous pouvez avoir pour arriver à vos fins, c'est de calculer toutes les valeurs possibles. Et vu qu'on parle de nombre de jours et de nombre de personnes, utiliser une suite, faire le lien avec les suites géométriques, c'est pas mal. Et ça me permet aussi de vous dire que ce lien entre fonction exponentielle et suite géométrique, il est très fort. Puisque quand on a une suite géométrique, l'équivalent entre guillemets en termes de fonction, c'est la fonction exponentielle. Donc si vous maîtrisez les suites géométriques, vous maîtriserez les fonctions exponentielles. Donc on va regarder tout ça sur Excel. On va pas s'embêter, on a un logiciel, autant l'utiliser pour faire les calculs à notre place. Donc c'est parti, allons sur Excel.
Donc on s'y retrouve, donc on va prendre une nouvelle feuille de calcul, puisqu'on est sur une deuxième partie d'activité. Alors, je vous l'ai préparé à l'avance. Quand même regarder ce qu'il fallait rentrer. Donc suite géométrique, donc la première chose que j'ai fait, c'est dans la première colonne, je définis le rang de la suite. On ne disait rien, donc partir du principe qu'on démarre à U0, puisque c'est ce qu'on a vu, que le premier terme, on a vu les formules en points à retenir à partir de U0, donc autant ne pas s'embêter et faire comme dans les points à retenir, comme dans le chapitre des suites. Donc premier terme 1, raison 1,3, donc ça veut dire qu'on va multiplier par 1,3 pour passer d'un rang à l'autre. Donc ça veut dire que je prends B1, donc ma valeur ici, c'est bien ce que j'ai, étoile 1,3 pour dire que je multiplie par 1,3. Sur entrée, puis après, plus qu'à sélectionner et à tout descendre pour avoir toutes mes valeurs jusqu'à où je veux. Ça c'est le principe, je passe rapidement parce que c'est le chapitre des suites que vous le maîtrisez normalement maintenant. Donc là j'ai donc tous mes calculs, alors ils sont pas arrondis, ils sont avec des virgules, ok. Et si je regarde au niveau du 60 terme, j'ai dépassé mes 67 millions. Là je suis à 72 millions quelque chose. Au rang d'avant, j'étais à 55 millions quelque chose. Donc c'est effectivement à ce niveau-là, à partir du 69e jour, donc, qu'on va dépasser les 67 millions de personnes contaminées. Donc ça, c'est ce qui était à observer avec les suites, avec le tableur. Donc on retourne sur le diaporama pour pour noter une correction de tout ça. Donc il nous reste juste en fait à mettre une phrase de conclusion. Donc on a travaillé sur tableur. Donc, le tableur sert de justification. Il suffit de dire que l'intégralité de la population du pays serait contaminée en 69 jours et on a répondu à cette question 9. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Vous faites le travail sur tableur, vous avez le tableur pour montrer et attester de ce que vous avez fait. Une phrase très simple pour en tirer la conclusion, ça suffit largement. Ensuite, il ne nous reste plus qu'une seule question qui est en fait la réponse à la problématique. Donc cette question, c'est la question 10 et on nous dit au bout de 70 jours, on dénombre que 3 millions de cas. Les mesures prises par Olivier ont-elles été efficaces? Je rappelle que la problématique nous demandait de savoir si les mesures prises étaient efficaces et comment on pouvait étudier genre d'évolution. Donc l'étude on l'a fait, les mesures a priori oui elles sont efficaces parce que d'après l'estimation mathématique, donc ce qu'on a fait en question 9, l'intégralité de la population elle aurait été contaminée en 69 jours. Or là on n'est que au bout de 70 jours, il n'y a que entre guillemets 3 millions de personnes contaminées. J'ai pris le parti de mettre entre guillemets parce que 3 millions de personnes contaminées c'est quand même beaucoup. Surtout que là on nous dit pas ce que c'est comme virus, donc on espérait que ce soit pas trop grave, mais ça fait quand même beaucoup. Mais en termes de réponse et d'apport mathématique par rapport à votre étude mathématique, c'est ça qu'on vous demande. On compare basiquement entre ce qu'on a estimé et ce qu'on a constaté. L'écart, oui, laisse à penser que s'il y a des mesures qui ont été prises, elles ont été efficaces. Donc on en a fini avec cette activité. Donc maintenant pour la suite de ce cours, parce que le cours n'est pas fini bien entendu, on va passer au point à retenir sur les fonctions logarithme décimal et fonctions exponentielles. Alors, je vous précise bien les choses par rapport à ces points à retenir. Je vais tous les mettre d'un seul coup dans la vidéo. Vous aurez le temps de les reprendre. Alors, ceux pour l'exponentielle, du coup, vont avec l'activité d'aujourd'hui. Ceux pour le logarithme décimal, en fait, c'était tout le travail que vous avez dû faire dans le DM.
Sauf que l'EDM, comme je ne les ai pas tous récupérés à l'heure actuelle, du coup, il n'y aura pas la correction du DM pour le moment publié sur petit message à ceux qui n'ont pas rendu le DM, ne l'oubliez pas. Pour la fonction logarithme, par contre, bon, c'est pas parce que on l'a vu dans le DM et que du coup on n'en parle pas en termes d'activité dans cette vidéo qu'on va pas en parler du tout. Vous avez travaillé dessus, donc on va voir les points à retenir et après on fera des exercices, mais j'aurai le temps d'y revenir. Donc du coup, commençons avec point à retenir sur la première fonction de ce chapitre que vous avez vu, c'est donc la fonction logarithme décimale, celle du DM. Alors, au niveau de sa définition, donc le premier point, c'est d'abord la façon dont on l'écrit. Donc elle existe pour tout nombre réel x supérieur à 0. Ça veut dire que fonction logarithme n'existe pas quand x vaut 0 ou quand x est inférieur à 0. Donc pour les x négatifs, ça ne marche pas. Et on l'écrit f de x égale log x. Tout simplement, là c'est de l'écriture, il n'y a pas vraiment de problème. Donc pensez-y quand même au fait que x doit être supérieur à 0. On ne peut pas calculer le logarithme d'un nombre négatif ou d'un nombre égal à 0. Log de 0, ça n'existe pas. Ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est très 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 important. Et log d'un nombre négatif, pareil, n'existe pas. Donc la fonction logarithme, elle est strictement croissante pour tout x supérieur à 0. Vu que c'est un point à retenir, si on vous demande si la fonction est croissante ou pas, on peut directement répondre oui, elle est croissante. Quand on a log x, c'est une fonction forcément croissante. Au niveau des différentes propriétés, enfin, pas vraiment des propriétés, c'est plus dans la définition du fonctionnement de la fonction logarithme décimale. On a premier point, donc, si on a y égale log x, alors x sera égal à 10 puissance y. Les deux sont équivalents. Log de 1, ça vaut 0, log de 10, ça vaut 1, et log de 10 puissance n, ça vaut n. Là, c'est pareil, c'est de la définition de la fonction logarithme, c'est-à-dire que c'est sa raison d'être, sa façon d'être. On ne peut pas justifier de ça, c'est comme ça qu'elle a été définie. Donc c'est vraiment des choses que vous devez savoir parce que c'est ce qui va vous permettre d'utiliser la fonction logarithme et de savoir à quoi vous attendre avec. Donc autre point à retenir sur la fonction logarithme décimale, c'est la représentation graphique. Alors ne passez pas trop de temps à apprendre la représentation graphique par cœur puisque je vous rappelle qu'en CCF vous avez le droit d'utiliser GeoGebra ou la calculette graphique et que vous pouvez donc retrouver cette représentation graphique. Faites attention, dans GeoGebra, il faut bien utiliser le log 10 de x, puisque si on utilise juste log, c'est le logarithme népérien qui est utilisé, et celui-là fait partie du programme complémentaire et non du programme obligatoire, donc ne tombera pas au CCF. Donc pensez bien à noter log 10 de x quand vous utilisez GeoGebra. C'est vraiment un point important pour ne pas vous tromper et ne pas avoir une mauvaise représentation graphique. On aura l'occasion de le travailler, ça vous inquiétez pas là-dessus, il n'y aura pas de piège à ce propos. Il nous reste à voir les propriétés cette fois-ci de la fonction logarithme décimale. Alors là, ce sont des propriétés calculatoires, c'est-à-dire tout simplement des propriétés qui vont vous permettre de faire des calculs avec la fonction logarithme décimale. S'il y a bien une chose sur la fonction logarithme décimale qui est vraiment très important puisque va vous permettre de vous sortir de vos difficultés dans les exercices, c'est bien ça. Ces propriétés calculatoires, c'est ce qui va être le plus utilisé dans les problèmes sur la fonction logarithme décimale. Donc la première, c'est quand on a logarithme de a fois b, c'est égal à logarithme de a plus logarithme de b. D'où le fait qu'on dit parfois que la fonction logarithme décimale transforme les multiplications en addition. Le logarithme d'un quotient, donc log de a sur b, c'est égal à log de a moins log de b. Pareil, logarithme décimal transforme les divisions en soustraction.
Log de 1 sur A, c'est moins log de A, et log de A puissance n, ça sera n fois log de A. Donc ça, c'est des propriétés qui peuvent se retrouver, mais que vous pouvez utiliser directement sans justifier, puisque, encore une fois, ça fait partie du point à retenir sur la fonction logarithme. Donc c'est tout pour cette fonction. C'est déjà pas mal, vous allez me dire, surtout qu'il reste encore l'autre, la fonction exponentielle qu'on va voir maintenant. Donc la fonction exponentielle, je vous rappelle que c'est celle qu'on a vue dans l'activité virus exponentielle. Donc c'est la fonction exponentielle de base Q. Tout simplement parce qu'on la distingue de la fonction exponentielle avec le petit e. Celle avec le petit e, c'est dans le programme complémentaire. Celle en base Q, c'est dans le programme pour le CCF. Donc il faut prendre une base Q qui est supérieure à 0. Donc, une fois qu'on a défini ça, on l'écrit f de x égale q puissance x. Donc, elle sera strictement croissante si q est plus grand que 1, strictement décroissante pour q compris entre 0 et 1, et constante si q égale 1. Alors, bien souvent, on aura q égale 10, mais pas toujours. Dans l'activité, q valait 1,3, donc c'est pas systématique que q égale 10. Mais le Q égale 10, c'est un cas qu'on retrouve assez fréquemment et qui pourrait bien tomber dans un CCF par exemple. Je vous dis pas que ça sera là-dessus. On arrête tout de suite d'imaginer tout ce qu'on veut. Bien, donc ceci étant dit, comme dans la fonction logarithme, on va voir la représentation graphique. Donc là, il y en a deux de représentation graphique, puisqu'en fait, on a le cas où Q est plus petit que 1 et le cas où Q est plus grand que 1. Donc plus petit que 1, c'est forcément plus grand que 0, ça c'est clair. Donc compris entre 0 et 1, on va dire. Donc là, c'est la situation où on est avec la représentation tracée en bleu. Si par contre Q est plus grand que 1, on est dans la situation où ça sera en vert. Donc voilà qui présente les deux choses. Alors comme pour l'autre, vous avez GeoGebra, la calculette, donc vous embêtez pas à prendre tout ça. Par contre les propriétés, là, faut s'embêter à les apprendre parce que c'est hyper important. Donc alors, elles sont assez similaires à la fonction logarithme décimale en fait, sauf qu'elles fonctionnent dans l'autre sens. Q puissance 0, ça vaut 1. Ça c'est tout le temps. Même curieusement, 0,001 puissance 0, ça vaut 1. Faut pas s'embêter, quelque chose à puissance 0, ça vaut 1. C'est tout le temps vrai. Ensuite, Q puissance A fois Q puissance B, ça donnera Q puissance A plus B. Q puissance A divisé par Q puissance B, ça donne Q puissance A moins B. Et Q puissance A, le tout à la puissance n, ça nous donnera Q puissance A fois n. Donc là encore, ces propriétés, il faut vraiment les connaître, puisque c'est ce qui va vous permettre de résoudre des exercices. Donc voilà pour les différents points à retenir de tout ce chapitre. Donc là, vous avez tout pour faire les exercices. Je vous enverrai par mon bureau numérique une page d'exo avec des indications sur ce que vous devez faire et ce qui sera corrigé la semaine prochaine. Donc ça arrivera, c'est peut-être même déjà dans vos messageries mon bureau numérique, donc pensez à aller voir pour savoir quoi faire. Ça sera des exos d'entraînement, donc je ne les ramasse pas, donc pas la peine de me les envoyer, sauf si vous avez des questions bien sûr. C'est plus pour de l'entraînement, puisque c'est ce qu'on corrigera pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut faire avec ces fonctions. Donc voilà, ce que je vous propose maintenant, vu qu'il reste un peu de temps, si vous avez des questions, vous m'en faites part par messagerie, mon bureau numérique. S'il y a eu des questions dans le chat pendant la diffusion de cette vidéo, là c'est pareil, je les prendrai en compte pour que je puisse vous apporter des réponses au plus vite. Donc voilà.
Si jamais il y a énormément de questions, je programmerai une vidéo de questions-réponses immédiatement après celle-ci. S'il n'y avait pas eu trop de questions, on fera le bilan au cours de la semaine prochaine. Donc là, n'hésitez pas. Donc les questions, je rappelle, donc messagerie, mon bureau numérique, c'est le moyen de communication principal. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Avant de se quitter, quelques informations par rapport à la semaine prochaine. Donc, vous aurez un planning, comme chaque semaine maintenant. Donc, le 3e planning. Il n'y aura pas de diffusion lundi. Ça, c'est sûr et certain, puisque lundi, vous aurez donc... on pourrait les faire mardi matin, de 8 à 9 sur notre cours habituel si ça vous chante. Et donc, c'est une heure que je vous laisse libre pour pouvoir travailler sur des exercices. Donc il n'y aura pas de diffusion avant mercredi et on enchaînera avec de la correction d'exo pour aller petit à petit vers les vacances. Et d'ailleurs à ce sujet, si vous voulez avoir du travail d'entraînement pour CCF pendant les vacances ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'en parler. Je ne vous ai pas prévu de DM pour les vacances, mais si certains veulent avoir quelques idées ou quelques exercices pour s'entraîner pour CCF, c'est pareil, vous n'hésitez pas. Et donc tout passe par mon bureau numérique à partir de maintenant puisque la plateforme refonctionne. Si jamais certains ont des problèmes avec mon bureau numérique, je vous rappelle que vous pouvez me trouver mon adresse mail dans la partie communauté, dans la partie à propos de la chaîne YouTube. Donc vous pouvez aussi utiliser ce moyen-là pour me contacter. Donc voilà, dernière information, la classe virtuelle du CNED. Donc j'ai mis en place la classe virtuelle, il y a un lien qui vous a été ou vous sera envoyé sur votre messagerie Mon Bureau Numérique. La classe virtuelle comporte un chat, un tableau, moyen de transférer des documents. Donc à certaines heures sur le planning, je serai sur la classe virtuelle pour répondre à vos questions. Et si vous m'en faites la demande pour avoir de l'aide, à un moment donné, c'est sur la plateforme là qu'on se retrouvera à partir de maintenant. Maintenant qu'elle est mise en place, ça peut être assez pratique, notamment pour la possibilité de transférer des documents de façon efficace et de bénéficier d'un tableau blanc numérique, ce qui, même si c'est fait avec la souris, peut être quand même d'une certaine aide. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc profitez du temps qui vous reste sur votre heure de travail pour relancer la vidéo et mettre en pause pour tout ce que vous n'avez pas eu le temps de marquer. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et donc on se retrouve mercredi prochain pour la prochaine vidéo qui sera la correction des exercices que je vous donnerai par mon bureau numérique. Bonne journée, bon week-end.